Maïta, dont le travail pour la fondation VMF. Moi, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. Pour ceux qui étaient à l'atelier hier, je pense que le cas de la Royal Academy sur Kickstarter a plutôt pas mal démontré ce qu'on a pu se dire hier sur la préparation, le temps que ça pouvait prendre et l'engagement que ça pouvait susciter. Juste une remarque par rapport, et ça ressemble assez à ce qu'on a pu faire nous en France avec Orsay. Vous pourrez aussi en parler avec Guillaume Maréchal qui est là et qui a mené la campagne avec nous sur Ulule. Juste une différence, en France il y a ce qu'on appelle les reçus fiscaux qui fait une différence finalement assez notoire sur ce type de campagne. Dans la campagne qui a été faite avec Orsay, des reçus fiscaux étaient proposés et donc ça limite aussi considérablement le type de contrepartie et la valeur de ces contreparties qui peuvent être proposées. Donc dans beaucoup de ce qui a été proposé sur le Kickstarter de la Royal Academy, on n'aurait pas pu le faire de la même façon sur un Ulule, puisqu'il y a des choses qui ont une valeur faciale trop importante pour pouvoir être proposées dans des contreparties en France si on veut émettre des reçus fiscaux. Moi, ce qui m'a aussi intéressé dans cette présentation, et je reviens sur la notion de don ludique, et quand tu parlais d'Orsay, et sans y voir forcément quelque chose de négatif, je pense qu'il faut faire attention avec cette notion parce qu'on est bien au-delà justement du côté ludique, et ce qu'on va chercher, et c'est ce qui a été assez bien montré précédemment, c'est vraiment l'engagement des gens, et c'est le fait de créer du lien et d'être capable de pouvoir les réactiver derrière. Dans la campagne qu'on a menée avec Orsay, il y a derrière la campagne une vision de long terme sur le mécénat citoyen, la façon d'engager les gens sur le numérique, et que c'est finalement une très bonne façon de le faire. Dans tous les outils qui existent, et dans ce que fait notamment Microdon très bien, il y a parfois une création de lien qui n'est pas forcément la même. Quand vous allez simplement donner votre carte bleue et dire bah oui, rajoutez-moi 40 centimes sur ma carte pour faire un don, vous n'avez pas un lien finalement à ce moment-là direct avec l'institution. Quand vous allez participer à une campagne de crowdfunding, vous allez soutenir un projet précis d'une institution, vous avez le contact de ces personnes, vous allez pouvoir créer du lien derrière, et c'est ce que disait la Royal Academy, c'est 700 donateurs que vous allez pouvoir retravailler au quotidien, et donc ça crée des choses qui sont très différentes, qui sont justement très complémentaires, et c'est ce qui est intéressant dans tous ces dispositifs. Dans ce qu'on a fait avec VMF, on est sur quelque chose qui est complètement différent, et qui est intéressant justement parce qu'on est sur des petits projets au final. La Royal Academy nous disait que ça prenait beaucoup de temps et que ça a été parfois et que ça pouvait être compliqué pour des petites structures. Nous on pense l'inverse, on pense que c'est parfois plus compliqué pour des grosses structures parce que c'est plus compliqué de mettre tout le monde en mouvement. Ils l'ont bien fait à la Royal Academy. Je sais qu'à Orsay, sans tout dévoiler, ça n'a pas forcément toujours été évident de mobiliser tous les services, et c'est au final quelque chose qui peut aussi très bien s'appliquer pour des structures beaucoup plus petites. Nous on croit beaucoup au mécénat sur le patrimoine et sur les musées, justement sur des implications qui sont beaucoup plus locales, qui sont sur des petits musées, qui sont sur des petits lieux, mais où il y a autour des populations qui peuvent être beaucoup plus engagées, parce que ça signifie quelque chose localement pour eux, c'est un engagement sur un territoire, il y a un engagement citoyen autour de ces lieux beaucoup plus fort, et où finalement, en multipliant des petites campagnes, on va réussir à aller chercher au final des montants qui peuvent être aussi importants. Maïta va vous parler plus en détail de ces opérations, mais pour résumer, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec eux il y a 3 ans. On a beaucoup accompagner la Fondation sur cette stratégie de financement participatif. 3 projets locaux avaient été lancés la première année, 4 la deuxième, 5 la cinquième, de la troisième, pardon. Donc c'est 12 projets qui ont été financés à l'arrivée, c'est plus de 300 000 € qui ont été levés en tout. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est à chaque fois des projets ultra locaux et qui vont chercher à la fois des donateurs classiques de la Fondation VMF et qui à un moment donné vont aussi obliger les acteurs locaux qui défendent leurs projets à aller aussi chercher autour d'eux, dans ce qui se passe dans leur territoire, des soutiens supplémentaires en dehors de ceux qui peuvent aussi venir par la plateforme. Mais l'ancrage local est hyper important. Absolument. Donc, moi, je vais vous présenter, it's a bit of a shame that you can't understand what I'm saying, because I would really like to exchange with you later, maybe on what you did with the Royal Academy. Donc, la Fondation VMF, elle, peut-être pour remettre un petit historique aussi, et la raison de ce choix de se tourner vers le crowdfunding il y a 3 ans. Donc, elle a été créée en 2009 pour rentrer dans la droite ligne de ce que faisait déjà l'association VMF depuis 1958, à savoir accompagner tous les propriétaires publics ou privés, et nous avons un vivier de propriétaires privés qui est beaucoup plus important que le public quand même, dans la restauration d'un patrimoine qui est très important en France, le patrimoine historique. Donc on parle de bâtis, de paysagers, de châteaux, de manoirs, d'églises, qui sont des propriétés de communes ou même des propriétés de privés. Et donc en 2013, avec la montée du crowdfunding, la jeune fondation VMF s'est dit
On existe depuis longtemps, enfin l'association existe depuis longtemps. La fondation a été créée pour élargir les actions de l'association. On a un public de donateurs qui est fidèle, qui existe depuis très longtemps. C'est un profil type de donateurs. Ce sont généralement les propriétaires de ces édifices-là et leur entourage propre qui étaient nos donateurs. Et on a voulu diversifier justement ce profil de donateurs. Donc l'opération, et c'est là d'où est venue l'idée de créer cette opération Fou de patrimoine. Donc Fou de patrimoine a été lancé d'une part pour pouvoir recruter de nouveaux donateurs, donc un nouveau profil de donateurs, donc plus jeunes, plus connectés, qui vont faire des dons sur Internet, parce que jusqu'à présent, nous avons toujours un gros vivier de donateurs qui nous envoient des chèques avec des bulletins de soutien. C'est la forme classique qu'ils connaissent. Et donc, Fou de patrimoine est arrivé vraiment pour essayer d'exploser ça. Donc, d'une part, pour aider à la notoriété de la Fondation VMF. De deux, pour donner une visibilité médiatique à des projets, comme le disait Mathieu juste avant, très locaux, qui sont vraiment dans des lieux dits, dans des petits villages, qui n'ont pas cette visibilité médiatique, qui ne sont pas forcément connus du public, du grand public. Et donc, cette plateforme de crowdfunding, et le choix s'est porté sur Ulule, à ce moment-là, a été vraiment choisi pour accroître d'une part la notoriété de la fondation, d'autre part recruter de nouveaux donateurs et accroître la visibilité du projet localement. Et force est de constater effectivement que ça a été un vrai succès, parce que le nombre de donateurs, contrairement à la Royal Academy, nous n'accusons pas, nous, 50% de nouveaux donateurs, mais 10% de nouveaux donateurs par an en moyenne qui arrivent. Mais c'est 10% de nouveaux donateurs qui reviennent l'année suivante. C'est-à-dire celui qui a contribué à un projet, le château de Villemont, en 2013, il va revenir en 2014, il va contribuer à un autre projet qui se trouve à l'autre bout de la France, qu'il ne connaissait pas forcément, mais simplement parce qu'il avait été vraiment... que le projet lui a parlé, que ce projet-là lui a permis justement de découvrir une autre façon de contribuer au patrimoine. Et aujourd'hui, ce que permet le crowdfunding, c'est justement de développer un peu ce mécénat culturel qui jusqu'à présent était resté un peu cloisonné avec des subventions publiques de l'État qui, nous le connaissons, baissent énormément. Il y a énormément de propriétaires privés derrière qui se battent pour pouvoir faire vivre un patrimoine qui ne sont pas du tout, et leur combat n'est pas du tout mis en avant. Donc l'opération Fou de patrimoine a servi aussi à cela, à mettre en avant des profils de porteurs de projets un peu atypiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais il y a des gens qui sont vraiment perdus au coin. Il y a le train, il est à une demi-heure d'ici, et tout à coup, il y a un coup de projecteur sur eux. Typiquement, l'année dernière, il y avait la chapelle de Mont-l'Évêque dans l'Oise, et un gros coup de projecteur. C'est la première fois que cette personne-là faisait appel à la générosité du public. Il n'avait jamais parlé de mécénat, il ne connaissait pas du tout ce que c'était, et en peu de temps, on a accompagné cette personne-là à l'établissement d'une convention de mécénat MH privé qui lui permettait de faire appel à la générosité du public. Et nous connaissons tous l'importance de la défiscalisation des dons ici en France, qui est une vraie pratique qui n'existe pas outrement. Justement, les anglo-saxons n'ont pas cette philosophie de la défiscalisation du don, alors qu'en France, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, tout à coup, on donne la possibilité à des particuliers d'accéder à cette défiscalisation. On les accompagne dans le montage du projet. Et aussi, ce qui est très important, ce que je trouvais qu'il soulignait justement, que je soulignais la Royal Academy, c'est la construction du projet en amont. Vraiment en amont, c'est-à-dire que nous, la campagne, elle se déroule pendant 8 semaines. C'est vraiment la durée maximale sur le crowdfunding. Donc nous, c'est un choix volontaire d'avoir fait 8 semaines. On réfléchit éventuellement à changer cette année, de faire plus court. Mais par contre, on commence la préparation dès mars. C'est-à-dire dès mars, on lance un appel à projet. Il y a un vrai choix, et c'est ça aussi l'autre point dans notre opération Feu de patrimoine. Il y a des projets qui viennent à nous, certes, mais nous avons aussi un choix qui est fait là-dedans. C'est-à-dire que nous avons un jury de sélection qui va accorder de l'importance non seulement à l'originalité du site qui va être notre Feu de patrimoine de cette année, mais aussi à la capacité du porteur de projet par le propriétaire, donc que ce soit une association, une commune ou un propriétaire privé, à lui aussi pouvoir émuler autour de ce projet, c'est-à-dire générer, pouvoir mobiliser déjà ses proches, la famille, les amis, la commune, aller parler. Moi, j'ai vu des gens qui ont été voir la petite épicerie du village d'à côté, lui va distribuer des flyers, et tout à coup, à la fin de la campagne, c'est l'épicerie qui est en train de faire 3 000 € de dons pour ce projet, alors qu'il n'était même pas au courant qu'à côté de lui, il y avait un château qui est en train d'être restauré, que ça coûtait tant d'argent, et qu'il fallait faire une levée de fonds.
Donc Food Patrimoine a vraiment permis justement de remettre en avant le patrimoine en péril que nous essayons de soutenir à travers cette opération. Et ça a été effectivement un vrai succès pour nous parce que en 3 opérations, 12 sites, plus de 330 000 euros, on ne s'attendait pas du tout à avoir ce succès. Donc aujourd'hui, on va bientôt lancer la 4e édition et c'est quelque chose qui pour nous est définitivement ancré dans notre pratique de crowdfunding et qui nous pousse justement à essayer de générer de nouveaux modes de levée de fonds, à solliciter un nouveau public et à continuer à faire connaître la Fondation autrement que comment elle était connue jusqu'à maintenant. En fait, ça donne un vrai coup de jeune à notre projet. Et ça, c'était vraiment chouette pour nous, ça. Ouais, pour reprendre dans les différents points, ce qui est vraiment intéressant avec la Fondation VMF, c'est justement cette vision de long terme et ce côté répétitif. Et avec tout ce que le répétitif peut amener, la Fondation VMF progresse évidemment dans sa capacité à appréhender le financement participatif. On les a beaucoup formés là-dessus. Et effectivement, aujourd'hui, dans leur façon d'aborder ces campagnes, dans leur capacité à sélectionner les bons projets pour le faire, effectivement, le fait de répéter les choses, je veux dire, la première campagne de financement participatif, elle n'est pas forcément évidente. Vous avez beau être accompagné par la plateforme, alors toutes les plateformes n'accompagnent pas de la même façon, mais quand vous êtes accompagné par la plateforme ou si vous faites accompagner extérieurement par des consultants aujourd'hui qui commencent à faire ça, il n'empêche, il y a un moment donné, rien ne vaut le vécu et la propre expérience qu'on va se faire. C'est aussi valable quand c'est des structures un petit peu importantes sur l'expérience en interne, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on est une structure un petit peu importante et qu'on a la chance d'avoir beaucoup de monde dans la structure, ou parfois le défaut d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de services, et que ce n'est pas toujours évident de réussir à faire travailler tout le monde au même moment sur les mêmes projets, etc., ça permet aussi d'une année sur l'autre de faire cette évangélisation interne, de bien expliquer comment ça marche, pourquoi on le fait, quels sont les enjeux, quels sont les intérêts, de pouvoir tirer les conséquences de l'année précédente, et donc effectivement de monter en puissance au fur et à mesure. Je disais hier, pour finir ma présentation, que finalement, ce n'était pas forcément aller faire un gros projet à un moment donné qui était la bonne solution. On se retrouve souvent face à des gens qui sont un peu bloqués là-dessus, qui nous disent on attend d'avoir le projet absolument fabuleux à lancer, et on n'a pas toujours l'atelier du peintre à restaurer YYY qui va venir exposer dans notre lieu. Donc finalement, cette espèce de projet fabuleux, on peut l'attendre à un moment donné pendant très longtemps, et que non, en fait, il y a souvent plein de petits projets, plein de petites restaurations, plein de compléments à faire sur des expositions, etc., qui peuvent finalement, dans le temps, se succéder les unes aux autres, et au final, à aller chercher, en termes de mécénat global, des sommes beaucoup plus importantes, beaucoup plus de monde, parce que chaque projet va toucher des gens différents. Quelqu'un qui est venu soutenir un projet comme Opé de Levieux sur Ulule, et avec la Fondation VMF dans le Luberon, va peut-être venir que parce que c'est celui-là, et c'est à côté de chez lui. Puis effectivement, il y en a un autre à côté qui sera venu parce que c'était à côté de chez lui, mais qui l'année d'après va aller soutenir un projet à l'autre bout de la France, parce que finalement, il est passionné de patrimoine, il aime bien l'opération, il aime bien le retour qu'il y a de ces opérations. Et je reviens sur cette contrepartie ludique, qui, au-delà du ludique, il y a aussi ce côté histoire, c'est que les gens viennent chercher une histoire, ont envie de rentrer dans le projet, de savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, et ont envie d'aller chercher du lien, en fait, avec ces porteurs de projets, et qui, effectivement, sur ces projets patrimoniaux, sont parfois des propriétaires privés, des associations, etc. Donc c'est aussi un lien qui est vachement intéressant, parce que c'est des gens qui ont des choses à raconter et qui se battent au quotidien pour faire vivre et survivre ces lieux-là. L'autre point que je voulais souligner, c'est effectivement sur le choix des projets. La Fondation VMF a un fonctionnement particulier, donc ça ne va pas s'appliquer à toutes vos structures, mais ce choix des projets, et finalement ce choix qui est aussi volontaire, c'est de dire dans la Fondation VMF, il y a plein de projets qu'ils aident à l'année, mais tous n'ont pas forcément vocation à faire partie de Fou de patrimoine. Je pense que la première année, il n'y en avait pas forcément beaucoup qui avaient envie. J'imagine que maintenant, les candidatures sont nettement plus nombreuses quand les porteurs de projets voient l'impact, mais ce n'est pas pour ça que tous les projets sont forcément des bons projets. Par l'histoire qu'il raconte, mais surtout aussi par la motivation du porteur de projet. Je disais hier qu'à un moment donné, un des 2 points clés, c'était l'histoire qu'on avait à raconter et l'implication du porteur de projet sur ces projets, malgré le soutien et la visibilité que peut amener Ulule, que peut amener la Fondation VMF. Si au final, le porteur de projet lui-même qui s'occupe du lieu n'est pas motivé, n'est pas engagé dans la campagne, ne va pas solliciter localement ses réseaux, etc., on a toutes les chances que ça ne fonctionne pas.
Absolument. Et aussi, une dernière chose aussi sur laquelle je voulais revenir, que j'ai oublié, il y a aussi une notion d'abondement de la fondation pour pouvoir donner plus, motiver les gens, donner aux gens plus envie de nous donner. C'est-à-dire que nous avons une logique de fonctionnement dans notre levée de fonds. Nous avons identifié des travaux qui vont coûter un montant généralement astronomique, parce que la restauration du patrimoine, de la vieille pierre, ça ne coûte pas 5 000 euros, ça ne coûte pas 10 000 euros, on parle plus en centaines de milliers d'euros, voire un million des fois. Mais sauf que voilà, nous ne pouvons pas afficher, comme le disait la Royal Academy, ce que Kickstarter lui avait dit, il fallait descendre à 60 000, ça nous fait peur, 100 000. Mais effectivement, on ne peut pas afficher 100 000 de par le public qu'on essaye de motiver. Donc on affiche des objectifs par palier. Et pour le premier palier d'objectifs qu'on affiche, qui est généralement de 10 000 euros, la Fondation VMF abonde. Donc cette notion d'abondement montre déjà que nous croyons nous-mêmes à ce projet. Et c'est bien parce que nous croyons en ce projet que nous vous demandons de le soutenir, de nous aider à le soutenir. Et bien sûr, il y a des contreparties ludiques derrière, il y a des présentations qui sont permises grâce à la plateforme Ulule, il y a des vidéos pour présenter les projets, il y a une page de collecte qui est vraiment mise en avant où on peut interagir avec les donateurs, avec une partie actualité, on va poster des news, une autre partie commentaires où le donateur pourra lui-même venir réagir sur le projet. Et après, bien sûr, et c'était bien que la Royal Academy justement le soulève, la gestion des contreparties derrière qui est vraiment très très importante, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir lancé une collecte X temps en avant et de récolter de l'argent, mais derrière il y a toute une gestion effectivement de la contrepartie. Ça passe par l'édition du reçu fiscal, envoyer les contreparties à des personnes, sachant que là les porteurs de projets avec qui nous avons affaire, comme je vous le disais plus tôt, sont des gens qui n'ont pas du tout cette notion de crowdfunding, qui ne sont pas des professionnels, donc du coup il y a vraiment un accompagnement de A à Z sur toute cette gestion-là, mais qui au final donne un résultat qui est tellement satisfaisant que forcément ça nous donne envie de continuer, puisque d'année en année, on ne voit que le montant collecté ne fait qu'augmenter. Les personnes qui nous sollicitent, comme disait Mathieu, on n'a même pas encore lancé l'appel à projet cette année, que j'ai déjà reçu énormément de personnes qui m'appellent, qui me disent « j'ai envie de déposer un dossier pour Food Patrimoine, je veux être Food Patrimoine, comment est-ce que je fais ?» Donc c'est définitivement quelque chose qui je pense, a un bel avenir devant elle, et on va bien continuer à faire partie de l'aventure. Je reviens juste sur la notion d'abondement. Effectivement, VMF fait un choix. On parlait hier, pour ceux qui étaient là, des effets leviers en fait, du financement participatif. Ça a été très bien montré par la Royal Academy. C'est qu'il y a la campagne, puis il y a tous les leviers que ça va activer autour. C'est des gens qui viennent visiter le lieu à un moment donné. C'est d'autres sponsors qui vont se déclarer parce qu'ils ont vu l'opération et qu'il y a eu une opération publique. Il y a beaucoup de sponsors aussi qui sont venus sur l'opération Orsay pour participer, que ce soit sur la campagne de crowdfunding ou par ailleurs. Effectivement, VMF, eux, ils font le choix d'un effet levier immédiat, c'est-à-dire de la fondation vers leurs porteurs de projets. Et donc, sur les projets lancés par VMF, chaque fois qu'un interne, on a sur Ulule des mécaniques d'abondement qui sont mises en place, qui s'adressent plutôt aux marques en général, et qui permettent de soutenir des projets en financement participatif. Et donc, chaque fois qu'un internaute met euro, la fondation VMF met 1 euro dans la limite des sommes qu'ils ont décidées au départ. Et dans ces effets leviers, j'ai surtout insisté sur le côté marque. On a aussi beaucoup d'opérations où ça permet de faire venir des mécènes traditionnels que vous avez parfois déjà dans vos réseaux, mais qui vont venir sur l'opération de financement participatif, aussi appuyés justement par ces mécaniques d'abondement, parce que finalement c'est des opérations publiques, c'est de la communication, c'est aller toucher un public cible à un moment donné qui est intéressé par ces thématiques, et donc ces marques vont venir soutenir en abondement les collectes. C'est parfois une façon d'aller chercher des mécènes que vous n'avez pas forcément encore, des gens avec qui vous discutez, avec qui vous n'avez pas forcément encore trouvé la bonne façon de faire, parce que aller chercher des gros tickets à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros auprès d'entreprises mécènes, c'est pas évident. Et que finalement, sur le financement participatif, sur des petites et des moyennes collectes, aller chercher ces mêmes entreprises en leur disant « mais là, vous pouvez nous soutenir concrètement avec 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, mais sur ces mécaniques d'abondement pour finalement doubler la jauge que les internautes vont pouvoir avoir », vous allez trouver des interlocuteurs en face de vous qui sont souvent hyper séduits par ces nouveaux outils. Et juste pour finir sur une belle note, à savoir maintenant que moi j'ai des porteurs de projets Food Patrimoine 2013, 2014, 2015 qui m'appellent et me disent comment est-ce que je fais si je veux continuer à donner sur Internet. J'ai plein de donateurs, ils veulent continuer à donner sur Internet et je ne sais pas comment faire. Donc comme quoi ça nous permet, aujourd'hui, nous on est en train de réfléchir maintenant à une logique chez VMF pour installer justement les dons réguliers sur Internet, ce qui n'existait pas avant, on fonctionnait encore par bulletin de soutien. Donc c'était définitivement un très bon point pour nous. Merci beaucoup. On peut vous applaudir.
Alors, moi, j'ai quelques questions. La première, c'est qu'on a bien parlé, alors, et hier et ce matin, de l'importance des réseaux sociaux dans le financement participatif. La fondation n'est pas présente, l'association l'est, c'est ce que j'ai cru voir. Et je voulais savoir un peu comment vous, en interne, alors il y a le réseau local des porteurs de projets, mais comment la fondation vraiment fait la promotion de ces campagnes ? En fait, vous faites bien de le signaler, effectivement, VMF est présent sur les réseaux sociaux. La Fondation, en tant qu'identité propre, ne l'est pas, mais c'est un choix de VMF. D'accord. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire, parce que nous avons réfléchi à un certain moment, effectivement, créer une page Facebook Foot Patrimoine, voire créer une page Facebook Fondation VMF, mais en fait, non. Nous avons une page Facebook qui s'appelle VMF Patrimoine et qui recense vraiment toutes les activités de VMF. C'est-à-dire, il y a l'association VMF qui va utiliser cette page Facebook, il y a la Fondation VMF qui va utiliser cette page Facebook, et c'est cette même page Facebook que nous allons alimenter de news et d'actualités pendant la collecte Foot Patrimoine. Donc c'est une seule et unique page Facebook qui sert de relais d'information pour toutes les opérations VMF confondues. D'accord. Pour compléter, on leur apporte la puissance d'Ulule aussi aujourd'hui. Donc c'est 1 million d'utilisateurs, c'est 500 000 personnes dans la newsletter, plus nos réseaux sociaux. Et pour finalement presque contrer ça, l'impact du local, et c'est ce que moi je trouve toujours hyper intéressant dans ces projets, on considère, nous, que quasiment tous les projets sont à un moment donné ancrés dans un territoire. Quand vous avez un projet entrepreneurial, vous allez créer, que ce soit une application mobile ou autre, vous êtes en général accompagné par votre CCI local, par des réseaux d'accompagnement local, les gens qui peuvent avoir envie de vous soutenir, que vous allez chercher, vos collègues de travail, etc., ils sont localement autour de vous, etc. Donc cette notion de local, de territoire, etc., elle est toujours hyper importante. Et donc dans ces projets, elle l'est encore plus. C'est quand on est sur des projets de lieu, les premières personnes qui ont vocation quand même à vous soutenir, c'est les gens qui sont proches du lieu, qui passent dans ce lieu, qui apprécient ce lieu, etc. Et donc on est sur du online, parce que finalement le online permet de collecter facilement le don. Il y a quand même une notion d'outil web derrière qui est hyper importante. Est-ce que c'est facile de s'inscrire, de payer, etc. Enfin, voilà, est-ce que l'outil technique va permettre de transformer les gens? Et c'est un enjeu qui est fondamental. Vous n'allez pas avoir les mêmes taux de transformation en fonction des outils que vous utilisez. C'est valable pour le crowdfunding, mais c'est valable pour tous les outils de fundraising ou de e-commerce en général. Mais ça ne passe pas que par là. C'est une façon finalement à un moment donné de capter des gens qui sont aussi sur un territoire et où ces campagnes-là, elles vont se passer dans le lieu et de manière très basique, parfois avec des affiches, avec des flyers et avec du contact humain. On a eu à Paris, par exemple, le théâtre du Lucernaire qui a fait une collecte qui en a fait 2 d'ailleurs pour des travaux d'aménagement dans le théâtre. C'est des collectes qui sont ultra locales à un moment donné. J'ai pas forcément vocation, si j'habite à Marseille, à soutenir le théâtre du Lucernaire à Paris, déjà, donc ça peut m'intéresser si je suis amateur de théâtre, de financement participatif, etc. Mais je suis quand même pas la cible première. Et en revanche, pour collecter des fonds, les gens qui tous les jours viennent dans ce théâtre pour pousser la porte et dire « coucou, c'est nous, on vient voir une pièce », c'est évidemment les premiers fans du projet qui sont susceptibles de le trancher. Donc il ne faut pas oublier dans ce qui est le financement participatif et dans le côté très web que ça se joue aussi pour beaucoup de projets sur de la réalité locale, territoriale et de contact. Sur le web, on dit in real life, IRL. Voilà, c'est aussi par de l'humain à un moment donné sur tous ces projets et qui sont la réalité du financement participatif. Orsay, c'est formidable, mais c'est aussi derrière la réalité des projets, c'est beaucoup de petits et moyens projets. Parfait, merci beaucoup. Maïta, une dernière question et je poserai la même après au musée d'Orsay. Alors c'est un peu différent. Entre la première édition et la 4e que vous êtes en train de préparer, qu'est-ce que vous avez changé chez vous? Mathieu parlait d'implication en interne. Oui. On est une petite équipe, on est une association, il y a 12 personnes au siège, donc du coup, il y a tout. Voilà, c'est plus facile de communiquer avec les collègues. Ils sont tous concernés, tous les collègues, tous les salariés de VMF sont donateurs pour l'opération Foot Patrimoine. Par contre, effectivement, là, nous, on a eu 3 éditions à succès, c'était vraiment super, mais on est aussi conscient qu'il faut que nous essayions d'adopter un peu une nouvelle logique cette année. On est toujours en cours de réflexion. 4e édition, définitivement oui. Maintenant, ce sera une 4e édition. On espère y mettre une touche de nouveauté, mettre quelque chose de plus punchy, peut-être rentrer un peu plus dans la ligne du crowdfunding un peu plus participatif, plus évolutif et plus intuitif, ludique. Je vous avoue que là, pour le coup, il y a plein d'idées qui fusent un peu dans tous les sens, mais il n'y a rien de concret encore. Génial. Et alors, du côté du musée d'Orsay, je me déplace. Est-ce que vous allez le refaire et comment est-ce que vous allez changer des choses? Bonjour, alors je ne donnerai pas de scoop ce matin, donc voilà, est-ce que le seul point que je pourrais souligner sur ce que ça a changé, c'est aussi la perception du mécénat en interne.
sur une grosse institution publique comme le musée d'Orsay, on a le mécénat n'est pas toujours très bien accepté, les mécènes pas toujours très bien accompagnés, et c'est vrai qu'à travers une opération qui n'est pas forcément, et ça je rejoins la Royal Academy, la plus rentable en termes de levée de fonds, elle n'a jamais été aussi visible et félicité en interne, puisque nos différents collaborateurs sont venus nous voir à plusieurs reprises en nous encourageant, en nous apportant des dons, mais aussi en nous félicitant à la fin de l'opération. C'est 155 000 € qu'on a pu lever grâce à cette opération et à l'accompagnement d'Ulule, mais aussi d'une agence de communication en mécénat de compétences. Et c'est vrai que depuis, on surfe sur une image de marque du service mécénat qui est très positive, alors que tous nos projets un peu plus secrets ou des mécènes qui vont apporter des sommes, des mécènes entreprises, j'entends, qui apportent des sommes plus importantes, on n'a jamais autant de félicitations, aussi bien de notre direction générale que d'une personne en salle ou d'un autre service. Voilà.